Bienvenue dans ce nouveau voyage fascinant à travers le temps. Avant d'entreprendre notre parcours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun épisode futur. Un corps défiguré, une douleur incessante, une puanteur si pénétrante qu'elle faisait s'évanouir les courtisans. Après sa mort, les liquides de son cadavre s'écoulèrent du cercueil et étaient avidement léchés par des chiens errants. Ce fut la fin terrifiante de la vie de l'un des monarques les plus redoutés de l'histoire. Aujourd'hui, nous dévoilons la véritable bonne histoire de la mort d'Henri VIII d'Angleterre, un récit aussi macabre que rarement raconté dans toute sa cruauté. Henri Tudor naquit le 28 juin de l'an 1491. Lorsqu'il monta sur le trône à l'âge de 17 ans, il était considéré comme le prince le plus séduisant du continent européen. Grand, athlétique, aux cheveux dorés aux reflets cuivrés et doté d'une prestance imposante. Un ambassadeur vénitien le décrivit comme ayant une silhouette remarquable et un visage angélique, supérieur en beauté à tout autre prince chrétien. Comment un tel symbole de puissance et de virilité a-t-il pu finir par subir une mort aussi ignoble? Le tournant survint en janvier de l'an 1536, lors d'un tournoi de joute tenu à Greenwich. À 44 ans, Henri fut victime d'un grave accident lorsque son destrier s'effondra sur lui. Le roi resta inconscient pendant 2 heures. Bien qu'il ait survécu, la blessure à sa jambe droite ne guérit jamais complètement. Dès lors, la blessure se transforma en une ulcère chronique, suintant de pus et dégageant une odeur si forte qu'elle annonçait son arrivée bien avant qu'il ne franchisse une porte. C'était une honte insupportable pour un souverain aussi vaniteux. Les membres de la cour étaient à la contrainte de supporter cette puanteur sans montrer le moindre dégoût, sous peine de provoquer la colère royale. Cet accident marqua également un changement profond dans sa conduite. Coïncidence ou non, cela survint à la même époque où Henri fit décapiter sa seconde épouse, Anne Boleyn, sur la base d'accusations infondées d'adultère et de trahison. Certains chercheurs estiment qu'un traumatisme crânien causé par la chute aurait pu exacerber des traits préexistants de paranoïa et de colère violente. Avec une mobilité réduite, son corps commença à accumuler rapidement du poids. Son tour de taille, qui mesurait 89 cm dans sa jeunesse, dépassa les 130. Son poids dépassa les 180 kg, forçant les serviteurs à le déplacer d'une pièce à l'autre à l'aide d'un ingénieux système de poulies. Les encadrements de portes furent modifiés pour lui permettre de passer. Son alimentation contribua lourdement à la dégradation de son état. Les registres de la cour rapportent qu'Henri consommait environ 5000 calories par jour, principalement issus de viande rouge et avec une quasi-absence de légumes. Ces repas étaient de véritables festins, composés de multiples variétés de viande, de tourtes abondantes, accompagnés de grandes quantités de vin et de bière. Ce mode de vie, combiné à une inactivité totale, accéléra sa ruine physique. Les ulcères à ses jambes s'aggravèrent progressivement. Les médecins de la cour appliquaient des remèdes que l'on sait aujourd'hui nocifs. Cautérisation au fer rouge, cataplasme à base d'arsenic et de mercure, et saignées régulières qui l'affaiblissait encore davantage. Les plaies atteignirent un tel niveau de gravité que les os étaient visibles à travers une chair en décomposition. L'odeur était si intense qu'on pouvait percevoir sa présence jusqu'à 3 pièces de distance. À l'âge de 49 ans, Henri épousa Catherine Howard, une jeune fille de seulement 19 ans. Il décrivit cette union comme un retour à une jeunesse perdue. Cependant, la grande différence d'âge et son état de santé dégradé transformèrent cette union en un véritable spectacle grotesque. Catherine, incapable de supporter la présence d'un mari difforme et malodorant, chercha refuge dans les bras d'un jeune courtisan. Lorsque la relation fut découverte, Henri ordonna son exécution immédiate. Son dernier mariage, contracté avec Catherine Parr en l'an 1543, fut davantage une manœuvre politique qu'une union affective. Catherine endossa le rôle d'infirmière attentionnée plutôt que celui d'épouse, s'occupant avec une dévotion surprenante d'un homme déjà consumé par la maladie, consciente du destin tragique de ses prédécesseurs. Dans ces dernières années, Henri était accablé par une série de pathologies chroniques. Selon les évaluations modernes, il souffrait probablement de diabète, d'une forme grave de goutte, d'hypertension et d'insuffisance cardiaque. Certains chercheurs avancent qu'il était aussi atteint de syphilis, bien que cette théorie soit aujourd'hui contestée par de nombreux historiens. L'ensemble de ces maladies rendit ces dernières années particulièrement éprouvantes. Les chroniques de l'époque relatent que le souverain alternait des moments de souffrance extrême, au cours desquels il poussait des hurlements déchirants et des injures, avec de longs silences de mélancolie sombre, durant lesquels il restait immobile des heures entières. Avec l'aggravation de la douleur physique, sa paranoïa, qui l'avait toujours accompagné, s'accentua. Cet homme, autrefois brillant et déterminé, se laissa submerger par des obsessions et des soupçons imaginaires, allant jusqu'à condamner à mort de vieux amis et des conseillers de confiance, sur la base de simples insinuations. La terreur régnait à la cour,
Une expression mal interprétée ou un mot mal placé suffisait pour être accusé de trahison. Un exemple emblématique fut l'ordre d'exécution de Henry Howard, comte de Surrey, émis seulement 9 jours avant la mort du roi. La peur d'être empoisonné devint une véritable obsession. Henry mit en place un système complexe de sécurité alimentaire, obligeant ses domestiques à goûter chaque plat avant qu'il ne lui soit servi. Même la vaisselle était inspectée avec une minutie maniaque. Cette fixation pourrait être le symptôme d'un déséquilibre mental croissant, ou peut-être le résultat de petits AVC répétés au fil du temps. À l'approche de la fin, la douleur physique du roi atteignit des niveaux presque insupportables. Dans ces derniers mois, il était incapable de se déplacer, même avec assistance. Ses jambes, gangrenées, accentuaient encore l'odeur insupportable qui l'entourait. La cour était devenue un lieu de chuchotement et de miasmes, où les courtisans se couvrirent le nez avec des mouchoirs imbibés d'essence parfumée, tout en s'efforçant, avec grande peine, de ne rien laisser paraître en sa présence. Durant l'hiver entre 1546 et 1547, la santé d'Henri se détériora rapidement. Il fut atteint de fièvres fréquentes, probablement dues à une septicémie provoquée par les multiples infections qui rongeaient son corps. Sa respiration devint de plus en plus difficile, et des moments de délire alternaient avec des instants de lucidité. Les témoins racontent qu'en ces instants, il murmurait souvent les noms de ses épouses défuntes, en particulier celui de Jane Seymour, morte peu après avoir donné naissance à son unique fils légitime, et peut-être aussi celui d'Anne Boleyn, dont la présence, selon certains, continuait à le hanter depuis l'au-delà. Étrangement, bien qu'il fût évident que le roi mourait, personne n'osait le dire. Selon la loi anglaise, prévoir la mort du monarque était considéré comme un acte de haute trahison. Pour cette raison, médecins et nobles continuaient à prétendre qu'un rétablissement était encore possible, même lorsque le corps du roi exhalait déjà l'odeur caractéristique de la décomposition. Le 27 janvier de l'an 1547, se rendant compte que la fin était proche, Henri accepta de faire appeler à son chevet l'archevêque Thomas Cranmer. Incapable de parler, il serra la main du prélat en signe de confirmation lorsqu'on lui demanda s'il mourait dans la foi chrétienne. Ce geste fut son dernier acte conscient. Aux premières heures du 28 janvier, à l'âge de 55 ans, le roi autrefois tout-puissant expira. Il rendit son dernier souffle, mais l'humiliation liée à son état ne s'arrêta pas à sa mort. En raison de sa taille imposante, il fallut construire un cercueil spécialement renforcé pour contenir son corps. La préparation du corps pour les funérailles représenta une épreuve horrifiante pour les embaumeurs de la cour. Les techniques disponibles à l'époque étaient rudimentaires et consistaient principalement à retirer les organes internes et à remplir les cavités avec des herbes aromatiques. Toutefois, dans les jours précédant les funérailles officielles, se produisit l'un des épisodes les plus macabres liés à son décès. Le cercueil mal scellé et incapable de contenir les gaz et fluides issus de la décomposition, commença à fuir durant la nuit, alors qu'il reposait dans la chapelle de l'abbaye de Sion. Les chroniques contemporaines décrivent une scène troublante. Le liquide cadavérique s'écoulait sur le sol de la chapelle et fut découvert par des chiens errants qui en léchèrent le contenu. Cet épisode, rapporté par les chroniqueurs de l'époque, constitue un épilogue extrêmement dégradant pour un souverain qui avait bâti son image sur le pouvoir, la majesté et l'autorité divine. Ainsi s'acheva le voyage terrestre d'Henri, l'homme qui avait défié l'autorité du pape, révolutionné la foi d'Angleterre et condamné 2 de ses épouses à la décapitation. Sa fin fut celle d'un corps en décomposition avancée, souillé par des animaux errants. Les funérailles eurent pour nous finalement lieu le 16 février de l'an 1547, presque 3 semaines après son décès. Malgré l'odeur nauséabonde émanant du cercueil, les cérémonies funèbres furent menées avec toute la magnificence réservée à un monarque de son rang. Il fut enterré dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, aux côtés de Jane Seymour, la seule de ses épouses à lui avoir donné l'héritier mâle tant désiré, Édouard VI. Ironiquement, ce même fils, dont la naissance avait motivé tant de décisions controversées du roi, ne régna que 6 ans avant de mourir encore adolescent, à seulement 15 ans. Ensuite, le trône revint à Marie Eyre, fille de Catherine d'Aragon, qui tenta d'annuler les réformes protestantes de son père. Enfin, la couronne passa à Élisabeth Eyre, fille d'Anne Boleyn, qui allait guider l'Angleterre vers l'une de ses périodes les plus brillantes. La mort grotesque d'Henri VIII demeure un puissant avertissement sur les limites inaltérables du pouvoir humain. Celui qui se croyait au-dessus de toute loi, capable de réécrire le destin religieux d'une nation entière et de décider impunément de la vie d'autrui, fut vaincu par son propre corps. Sa mort ne fut pas seulement celle d'un homme, mais le symbole du crépuscule d'une époque. Comme l'a écrit l'historienne britannique Alison Weir, c'est l'un des grands paradoxes de l'histoire qu'un homme qui avait commencé avec tant de promesses, de beauté et de talent,
et finit comme une caricature grotesque de lui-même. Tourmenté par la douleur et l'instabilité mentale, craint et flatté, mais rarement vraiment aimé. La métamorphose d'Henri, du prince idéal de la Renaissance au despote malade et obèse, constitue l'un des exemples les plus frappants de la manière dont l'absolutisme, combiné à la souffrance chronique, peut déformer l'identité d'un individu. Son héritage politique, en particulier la rupture avec l'Église de Rome et la création de l'Église anglicane, continue d'influencer le monde moderne. Cependant, sa trajectoire humaine reste un avertissement sur la vulnérabilité de la condition humaine. Ces derniers instants, marqués par l'asphyxie et les mutilations, contrastent violemment avec l'iconographie officielle qui le représente dans des poses royales et imposantes.